rap, ils ont vu des épisodes évidemment, chacun a travaillé de son côté. Alors, il y en a d'autres qui ont été très déçus de ne pas être pris sur le succès de Pop. Et dernière question, sur ces trois-là, c'était la même couleur musicale ou c'était trois gens différents? Non, c'était la même couleur musicale parce que c'était vraiment le bruit qui venait de Los Angeles. Quand vous parlez de la crise du disque et des revenus qui baissent pour les éditeurs, est-ce que vous pensez... Excusez-moi, pas pour les éditeurs, pour les producteurs. Pour les producteurs, pardon. Les Est-ce que vous pensez qu'on va vers un durcissement, comme il y a moins d'argent qui remonte par les ventes de disques, pour plein de raisons complexes, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un durcissement, que ça va être plus cher, plus difficile de négocier les droits, parce que chaque artiste va dire « Ah ben je vends beaucoup moins de disques qu'avant, donc j'ai besoin de me rattraper en quelque sorte ». Et donc sur la télévision, est-ce que les contrats vont être plus durs et plus chers pour avoir la musique de tel ou tel artiste, ou est-ce qu'au contraire, devant la pénurie générale, les gens vont se serrer les coudes en disant il vaut mieux vendre à la télé que pas vendre du tout à force de faire trop les difficiles, quoi. Vers où va l'équilibre? Moi je pense que heureusement ça sera plutôt la deuxième solution que vous avez parlé. Aujourd'hui nous on est éditeur, alors on n'est pas complètement dépendant de la baisse du support physique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais écouté autant de musique. À la limite, nous, en tant qu'éditeur, plus gros éditeur encore en France, on n'a pas vu encore la crise arriver. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires n'a pas augmenté, parce que le marché du disque s'est cassé la gueule, mais par contre, on a récupéré sur pas mal de sources de profit que les maisons de disques n'avaient pas. Je vous donne un exemple, par exemple, les premiers sonneries téléphoniques, les gens utilisaient la chanson sans utiliser la bande master. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de plus en plus de radios, il y a de plus en plus d'endroits où on passe de la musique. Les concerts augmentent. Les concerts, c'est incroyable. On a des artistes qui vendent par exemple 25 000. Un artiste qui vendait 25 000 il y a encore peut-être 10 ans, je pense qu'il aurait pu faire peut-être Bataclan. Avec beaucoup de choses, on aurait pu faire le Bataclan. Aujourd'hui, on a des artistes qui vendent 25 000, mais qui peuvent faire 3 Bataclans. Vous voyez ce que je veux dire? Faire 3 Bataclans, c'est formidable pour l'éditeur et pour l'artiste, moins pour la boîte de disques. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va signer des artistes où, à la limite, en tant qu'éditeur, la partie disque aura beaucoup moins d'importance. Peut-être qu'on va être très content de signer, on vient de signer un groupe de DJ qui s'appelle Birdie Nam Nam, qui est formidable, et je pense qu'ils vont vraiment travailler dans l'image et tout ça. Peut-être qu'au bout du contrat, on les a signés pour 4 ans ou 5 ans. Peut-être que finalement, au bout du contrat, on aura vendu 50 000, mais on sera débrouillé pour qu'ils fassent 300 concerts, qu'ils composent 3 titres pour d'autres artistes et qu'ils fassent 2 séries télé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense, j'espère en tout cas que ce sera plus la deuxième. Mais alors, est-ce que la tendance risque pas d'avoir beaucoup, entre guillemets, d'ersatz de gens, parce que comme on ne peut pas se payer Sinatra, est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'autre qui chantera systématiquement les grands standards pour nos séries télé? Je ne sais plus. Pas du tout. Je pense que c'est vrai qu'il y a des. Malheureusement, il y a des fois où c'est très cher et nous on ne demande pas mieux de faire des deals, mais c'est vrai que quand on représente les Stones et que les gens viennent nous dire voilà, j'ai besoin de 4 titres des Stones, mais j'ai 800 €, on peut les appeler, mais c'est difficile. Donc est-ce qu'il y aura des. J'ai pas d'avis là-dessus. Et pour... mieux, non, sur cette question-là, évidemment. Moi j'ai une question. Ça se fait, ouais. Sur l'histoire de Prison Break et du single générique, comment se passe ça rentre dans le détail, mais sur le principe du deal commercial, est-ce que le producteur a des droits sur le single qui va sortir? Est-ce que le deal, c'est le producteur de l'audiovisuel, la Fox? La Fox, oui. Est-ce qu'elle touche un pourcentage sur le vente de disques? Est-ce que le disque, c'est vous ne touchez pas d'argent pour produire le disque et vous avez 100% des recettes du disque? Comment ça arbitre les... C'est peut-être une question naïve, j'en sais rien, je connais rien. Non, c'est un peu indiscret, mais je peux D'accord. Non, mais c'est en tout cas, c'est ce genre d'arbitrage-là qui se passe? Oui, c'est ça. Parce qu'on vous paye, est-ce que vous gardez comme part sur le disque? En gros, nous, on a produit le disque, on l'a licencié à M6, et la Fox est co-éditrice avec nous, en gros. Donc la Fox touche sur l'édition. Parce que, à la limite, encore plus important de quel droit
quel profit ils vont générer par rapport à un single. Les studios Hollywood et notamment la Fox, ils ont une angoisse, c'est de ne pas être propriétaire à 100% de tous les droits de la musique d'un générique. Si dans 20 ans ils veulent sortir ça par satellite, etc., ils ne veulent pas qu'il y ait un éditeur disant ah ben moi je suis désolé, etc. Donc c'est vrai que c'est des contrats plus pour se préserver, pour garder le rôle de producteur au sens propriétaire du terme, que, voilà, que financièrement. Mais c'était un bon deal pour la Fox aussi, puisqu'ils ont été éditeurs du titre. Si je retire la leçon de ce qui est fait sur Faflarage et M6, ça voudrait dire que Aline a tout intérêt à remplacer le générique de Sous le soleil d'Obispo qui est éculé depuis quand même un certain nombre d'années, à mettre un nouveau single, à partager les revenus et à se dire voilà, je fais un super truc demain parce que je suis sur TF1 à 18h30 et que tout le monde va l'écouter. Oui, mais alors là, il y a un avocat qui nous expliquait que l'œuvre musicale est constitutive de l'œuvre. Je trouve que Ça, c'est c'est un débat. Voilà. Donc non, là, j'aurais pas du tout intérêt. Non, par contre, moi, je voulais rebondir sur le générique. Effectivement, si on veut pouvoir, nous, on est à fond convaincus que le générique YouTube, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je suis saluée notre c'est vraiment courageux et bien. Et en fait, il faut convaincre un peu tous les intervenants. Et c'est vrai que là, on est dans une culture où, moi, de ma petite expérience, j'ai le sentiment que tout le monde n'est pas mûr. Et notamment, il faut réussir évidemment à mettre la chaîne dans la boucle, parce que sinon, le disque finit toujours par se faire. il faut qu'ils en aient intérêt, il faut que le producteur en ait aussi. Et donc ça, c'est la base du truc. Et je dirais même le compositeur de musique originale, c'est-à-dire que j'ai l'impression, de ma petite expérience, pour avoir fait pas mal d'Access et du Prime, que quand même on accède sur des séries où on fait appel à plusieurs compositeurs, etc. Et on est sur des sujets surtout qui s'y prêtent bien, de mettre un tube, ou pas un tube, mais enfin comme on a fait avec Obispo, c'est tout à fait naturel. Et qu'en Prime, nous on a essayé 2 fois, une fois sur Dolmen, une fois sur Suspect. Nos interlocuteurs n'étaient pas dans cette démarche, et c'est vrai quand même que les sujets qu'on aborde en prime time actuellement en France, alors que l'archivage c'est l'exception, mais s'y prêtent pas forcément. Et Prison Break notamment, c'est l'exemple parfait parce que c'est tellement particulier comme sujet. Je pense que vous avez vu aussi. Moi, je pense qu'il y a une chance. Enfin, chaque projet est exceptionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu malheureusement les 2 premiers épisodes de Suspect, de Cabrol, qui a trouvé ça formidable. Je pense franchement qu'on aurait. Alors c'est sûr que c'est plus facile peut-être quand c'est des Prison Break que quand c'est les mêmes gens qu'on voit à la télé qui écoutent la radio. Mais Suspect, j'arrive pas à croire qu'il n'y a pas une chanson de Norah Jones interprétée par un artiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment une question de rencontre, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit avec Nani, avec Universal, c'est une question de rencontre et de réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'on peut trouver un sublime générique sur Dolmen, évidemment qui ne sera pas du tout dans le style Faflarage, bien sûr, mais que chaque projet est exceptionnel, et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver à chaque fois une cohérence absolue, voilà, l'artiste, Entièrement d'accord, c'est vrai qu'il faut du temps pour ça, mais vraiment moi je suis pour l'anticiper au maximum. Après c'est vrai que ça heurte les oreilles parce que les gens n'y sont pas habitués, nos interlocuteurs en général. Mais après c'est vrai qu'on travaille beaucoup, nous on fait sur les thèmes qui marquent la série, qui l'incarnent, qui donnent le souffle. Et ce thème du coup, en tout cas sur le Prime, on a envie de le retrouver dans le générique. Parce que c'est ce qui ouvre sur la série derrière. Donc ça vient en collision un peu avec une chanson rapportée. Mais voilà. Quand tu cites tes interlocuteurs, c'est le diffuseur. Le diffuseur, le réalisateur souvent en prime time aussi, et pas du tout forcément dans cette culture-là. J'ai l'impression que les diffuseurs, ils sont de plus en plus sensibles. On voit TF1 avec la nomination de Santé Casariego. On voit maintenant que les diffuseurs, on le voit avec. Oui, ça dépend des diffuseurs, parce que nous qui travaillons beaucoup avec le service public au canal,